Ok, on va démarrer. Donc je suis désolé pour le format, je ne fais pas de quickie en général, donc c'est mon premier quickie en 6 ans. Et donc ça va pas forcément bien se passer. Mais si vous avez des questions à la fin, on va essayer de garder un peu de temps pour les questions. Voilà. Donc qui je suis rapidement? Je m'appelle Jonathan Lunandi, je suis data engineer. Et j'ai fondé récemment une boîte qui s'appelle Univalence, qui s'occupe de la transformation digitale un peu profonde, quoi. On fait du décommissionnement de SI, où on fait des data lakes un peu épais et ce genre de choses, quoi. Donc j'interviens sur des chaînes Kafka, Spark et du passage de la BI traditionnelle à la BI Big Data. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le data engineering? Donc le data engineering, c'est permettre l'accès à la donnée. Donc on collecte les données depuis les sources, on les consolide et les transforme dans des représentations et on héberge ces représentations dans différents outils. Globalement, les opérations sur la donnée peuvent être simplifiées, c'est-à-dire que la partie Ops du data engineering, eh ben, en fait, si on applique les derniers concepts de la programmation fonctionnelle, on arrive à faire des choses plutôt cool. Donc le truc génial à appliquer pour un data lake ou pour une chaîne de data, c'est d'utiliser l'immutabilité générale qu'on a sous Scala en forme de persistent data structure, quoi, les listes qu'on ne change pas, etc. Donc avec Kafka, c'est assez naturel, c'est une stream. Avec Hadoop, ça devient un peu plus compliqué. Et sinon, l'autre gros problème, c'est la programmation logique et l'orchestration et la convergence d'un data lake au global. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de produit sur le marché, et donc ça se passe assez mal, et on finit par faire tous des solutions un peu custom. Ça, c'est la partie Ops. La partie Dev, par contre, c'est relativement une horreur. C'est-à-dire qu'on fait de temps en temps des tests unitaires. On peut éventuellement accélérer l'exécution des jobs en production, donc en configurant Yarn proprement. Mais sinon, on se réduit à avoir du bon café, aller en conférence et éventuellement aller à l'user group de data engineering local. Pourquoi? Parce qu'en fait, le développement Big Data, c'est méga lent. Et je pense que sur les 5 dernières années, j'ai dû perdre 4 mois de ma vie à attendre derrière des jobs Hive ou des jobs Pig ou des jobs Spark. Donc pourquoi c'est lent? C'est parce qu'en fait, quand on fait une map reduce, en fait, on map, après on échange la donnée sur le réseau, et après on reduce, et surtout on attend. Et quand on fait ça avec des pipelines qui sont relativement importants, avec des chaînes, eh ben on attend beaucoup, on attend en carré. Donc qu'est-ce qui se passe dans les pipelines Big Data? Eh ben, en fait, ils sont composés d'opérations bloquantes, donc tout est parallèle, hein, mais bien sûr, à un moment donné, on s'attend, qui sont des stages. Donc les stages, on va les retrouver dans différentes technologies, dans Spark, dans Hive, dans Pig, dans toutes les technologies Big Data, qui font des échanges de données sur le réseau pour pouvoir constituer des agrégats, calculer quelque chose sur ces agrégats et ensuite les remettre à disposition. Donc qu'est-ce qui augmente le nombre de stages? En fait, dès qu'on fait des jointures entre datasets, dès qu'on fait des tris, dès qu'on fait des agrégations, des group by ou des opérations de fenêtrage, eh ben, on augmente le nombre de stages. Alors si vous faites de l'ETL en SQL en Big Data, vous imaginez le nombre de stages que ça génère. On parle de 40, 50, 80 stages d'un coup. Et donc, on peut attendre un certain temps derrière l'exécution de chacun des stages de manière relativement linéaire. Après, wow, les smileys sont bizarres. Après, on a quand même des choses qui permettent de réduire le nombre de stages. Alors, une de ces choses, c'est les optimizers, c'est du type catalyst. Donc, si on n'embête pas trop l'optimizer et qu'on ne lui met pas un gros bâton dans les roues, globalement, il va pouvoir réduire ce nombre de stages avec des corrélations, etc. Mais il y a aussi un autre outil qui permet de réduire le nombre de stages fortement, c'est le cogroup. Qui connaît le cogroup? Un tiers, un quart, ok. Donc, les cogroupes, c'est quoi? C'est qu'en fait, au lieu de faire une jointure traditionnelle, on fait une jointure qui ressemble à un group by généralisé. Donc, au lieu de faire la jointure type Scala, on prend un RDD à gauche et un RDD à droite, et on obtient un RDD qui a une cardinalité un petit peu fluctuante et dynamique. On fait un group by sur plusieurs datasets en même temps. Donc, l'API de group by, c'est on prend un RDD de KA et on obtient un RDD de K séquence de A. Et quand on fait un cogroup, on obtient un RDD de K séquence de A séquence de B. Donc, sur une seule ligne, on a toute la donnée qui est à cette clé-là dans tous les différents datasets. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de ça? C'est qu'après le cogroup, on peut faire un checkpoint. Et en général, la partie qu'on souhaite changer dans un data lake en termes de développement, c'est la partie transformation. Sauf qu'avant de transformer la data, il faut la mettre ensemble. Donc, mettre ensemble la data, c'est 15 lignes de code et ça prend à peu près 11 heures à s'exécuter dans certaines pipelines. Par contre, la transformation, on part de plusieurs milliers de lignes de code et ça prend 30 minutes.
Donc la raison pourquoi on attend, c'est juste qu'on essaie de remettre la donnée qui va ensemble. Donc faisons un exemple. On a un modèle de web analytique. On prend un visiteur, une page, un clic. Et on a des logs. On a les logs des pages qui ont été visitées et les logs des différents clics. À partir des pages et des logs, on peut créer un checkpoint qui est en fait la donnée de l'utilisateur. Donc on rassemble dans une grosse ligne un peu épaisse la donnée de l'utilisateur. Et donc on voit la donnée de l'utilisateur ici, sous forme de case class, user ID, une séquence de pages, et pour chaque page, on a les séquences de clics associées à cette page. Calculer cette donnée-là nécessite seulement 3 stages. Donc comment on le fait? Donc ça c'est pour la référence, les gens iront regarder. On utilise le cogroup et on fait une jointure locale sur la ligne qui ressemble à un cogroup mais avec des collections en fait. Voilà. Donc maintenant si on exécute des requêtes, donc ici c'est une requête SQL qui calcule un truc très simple, c'est qu'on veut pour un utilisateur savoir le nombre de pages qui ont été affichées après une page de type sport ou santé, quoi. Voilà. Une requête assez simple de web analytique, on veut savoir le nombre de pages qui ont été faites. Et ben, pour cette requête assez simple, on a un bon pâté de SQL qui s'exécute dans Spark, et on a tout de suite 4 stages. La même requête faite en dataset et en cogroup a seulement 3 stages, dont un qui peut être checkpoint. Ça veut dire qu'en fait, ce stage-là ne changeant pas, on peut le sauvegarder en parquet et redémarrer dessus. Et quand on redémarre dessus, on passe de 6 secondes d'exécution pour avoir une seule ligne de data, puisqu'il faut attendre que tous les stages soient finis, à 0,4 secondes. Donc finalement, quand on veut avoir un cycle de rétroaction relativement rapide, c'est assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation des cogroupes. Donc qu'est-ce qu'on récupère? On récupère de la perf, des boucles de rétroaction rapide, c'est-à-dire qu'on peut explorer la data. Une fois qu'on a jointuré, on va chercher les choses dessus. Et puis on a des résultats tout de suite. On parle de moins d'une seconde pour commencer à voir de la nouvelle donnée qui est exécutée avec la nouvelle transformation. Et surtout, le rejeu rapide. C'est-à-dire que si on a un historique de data assez profond, genre 18 mois d'historique, eh ben on peut rejouer cet historique en quelques heures ou en quelques jours au lieu de quelques mois. Voilà. Donc tout ça en ayant un checkpoint relativement stable qui est basé sur la structure de la donnée et pas sur l'optimisation de jobs via des optimizers SQL. Voilà. C'est tout. Bon, ça utilise beaucoup de Scala. Pour aller plus loin, on a open sourcé récemment une libre qui s'appelle Centrifuge, qui utilise ce genre de concept pour faire de la vérification incrémentale de JobSpark. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a changé un job, on veut savoir si le nouveau job est relativement bon par rapport au précédent. Et ça peut se faire automatiquement et ça peut se faire très rapidement. On parle de quelques minutes sur des journées de data et non pas quelques heures. Et surtout, c'est automatique et c'est basé sur de l'algèbre. Donc, c'est basé sur Spire, Shapeless, les applicatifs functor. L'applicatif functor? Qui? Ah, ok. Pas beaucoup. C'est top, les applicatifs functor. Et Catalyst, bien sûr. Voilà. Ça permet de faire la data quality en ligne et de la recette incrémentale de pipeline. Voilà. C'était tout. Est-ce que vous avez des questions? Je sais plus combien de temps. Oui. Non. Alors, on peut le faire en dataset, dataframe dataset. L'API est disponible sur 2 cogroupes. Il faudrait vérifier si l'optimizer le fait bien sur plusieurs. Sur RDD, on peut faire autant qu'on veut, 10, 15 datasets. Et en fait, le truc, c'est que Catalyst n'optimise pas le travail sur les structures profondes. Sauf que les structures profondes sont hyper intéressantes pour faire l'indexation naturelle de la donnée, c'est-à-dire qu'on a une ligne qui contient tous les éléments et on traite juste cette ligne pour en fait calculer des choses intéressantes. Par contre, Impala fait de l'optimisation sur les structures profondes. C'est-à-dire que quand on fait une requête imbriquée sur Impala et qu'on descend dans finalement ces sortes de JSONoïdes et qu'on descend sous les sous-tables qui sont intégrées dans la structure, et ben Impala est capable d'optimiser ce genre de requête. Donc ça serait bien que Spark, et d'ailleurs il y a un ticket, mais bon, il n'est pas très actif, optimise le requêtage, parce que la création on est optimisé, on peut le faire en Scala, le requêtage des structures profondes en fait. Et surtout le prédicat pushdown et autres sur les structures profondes. Parquet le supporte, Spark le supporte pas assez bien. On ne sait pas si Drill le supporte bien. La dernière fois que j'ai testé, ça ne marchait pas. Impala fait les optimisations. Mais ça va venir, hein, tout le monde va finir par le faire. Voilà.
On a le temps pour 2 autres questions à peu près. C'est tout? Pas de questions? Merci. Ah si, pardon. C'est juste sauvegarder sur disque en parquet. Dataset.save.parquet. Et après, on a le joli dataset sur disque. Oui. Non, parce que l'optimisation, on peut le faire directement dans l'API Spark. Ce que Centrifuge fait, c'est permet d'optimiser la gestion d'erreurs dans les pipelines, c'est-à-dire définir une modélisation des erreurs comme étant soit des erreurs, des warnings ou des données valides, ce qui est plus générique que le modèle d'erreur qu'on a en Scala, qui est simplement erreur et données valides, et permet de fournir du tooling à la fois en SQL et en RDD sur ce genre de choses, et fournit Delta QA, qui est en fait la recette incrémentale de job, c'est-à-dire comment on vérifie qu'un job se comporte bien par rapport à sa version précédente. Mais c'est basé sur ce genre de choses. Voilà. Et puis le talk sur Centrifuge explique aussi ce genre de choses, comment aller encore plus vite que ce qui est expliqué là, puisqu'il y a d'autres optimisations derrière. Voilà. C'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bonne conférence.